mes chers collègues, mes chers amis, mesdames, messieurs du public, bonsoir. Désolé de vous rassembler ce soir dans une ambiance qui n'est pas très conviviale, avec une sonorisation qui n'est pas forcément idéale, mais ce sont un petit peu les nécessités du Covid qui font qu'on s'installe ici à la salle polyvalente pour qu'il y ait une distanciation correcte et des mesures barrières respectées. Nous espérons pouvoir réintégrer notre salle habituelle le plus rapidement possible, mais je ne peux pas vous donner encore d'horizon là-dessus. En tout cas, bon, on va essayer que ça se déroule normalement. On est en train d'enregistrer par caméra, comme on a fait pour le conseil municipal d'installation, on est en train d'enregistrer la séance qui va être diffusée intégralement en replay peu de temps après la fin du conseil. Et puis en parallèle, on est en train de faire une expérimentation de diffusion en direct qui ne sera pas effective ce soir, mais là on fait un essai ce soir pour pouvoir ensuite diffuser régulièrement en direct les séances du conseil municipal. Donc j'espère que ça va bien marcher et qu'on va pouvoir continuer sur cette voie. Le quorum est atteint. J'ai deux pouvoirs qui sont celui de Madame Joëlle Lagier-Curat en faveur de Monsieur Antoine Gros, et j'ai un pouvoir de Monsieur Ronan Mazet en faveur de Monsieur Bruno Martin. Je pense qu'il faut, et je suis même sûr qu'il faut qu'on désigne un secrétaire de séance. Donc en général, c'est sur le volontariat. Qui veut bien être secrétaire de séance? C'est pas un boulot extrêmement exigeant, il faut juste signer à la fin les documents. Donc Anne-Laure Griveaux, secrétaire de séance. Par définition, il n'y a pas d'approbation de procès-verbal du conseil municipal précédent, mais après ça aura lieu à chaque fois, bien entendu. Quelques informations. Vous avez, je crois, tous sur vos tables le rapport d'activité du Centre communal d'action sociale. Je vais peut-être passer la parole à Brigitte. Je ne sais pas où est Brigitte, je ne la vois pas, si elle est tout près, pour dire peut-être 2-3 petits mots par rapport à ce rapport d'activité. Merci, Monsieur le maire. Donc, ce rapport, vous trouvez sur la table le rapport d'activité du CCAS. Donc, il relate l'activité qui s'est déroulée en 2019. Donc, il explique comment le fonctionnement, les différentes commissions, nos obligations, et par rapport aussi aux différentes aides qui ont été attribuées, les aides sociales facultatives, les actions, l'aide alimentaire, toutes les actions que nous avons faites en faveur des seniors. La semaine bleue, le rendez-vous ciné, le forum Bien Vieillir, et puis toutes les actions aussi que nous avons fait en direction de la santé, au niveau de ma mutuelle Ma Santé, Ma Commune, ma mutuelle Ma Commune. Nous avons aussi fait au niveau de la semaine de Octobre Rose, donc des interventions. Donc tout ça est relaté dans le rapport d'activité. Je vous invite à le consulter, et si vous avez des questions, écoutez, je me tiens à votre disposition pour y répondre. Et d'autre part, il est aussi sur le site de la GOR, donc vous pouvez le consulter, ainsi que consulter tous les rapports d'activité depuis 2016. Voilà, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Madame Lacarrière. Une autre précision, ce sont les aires de jeu pour enfants qui jusqu'ici étaient fermées selon les prescriptions sanitaires et en cohérence avec les règles qui avaient été instituées en milieu scolaire. Donc on ne voulait pas qu'il y ait de différence entre ces aires de jeu et le milieu scolaire. Donc pour l'instant, elles avaient été fermées. Et il y a une commission médicale au niveau de l'agglomération qui rassemble des médecins libéraux et des médecins hospitaliers qui nous a donné le feu vert à partir du lundi 22. J'ai pris sous ma responsabilité de les réouvrir dès aujourd'hui. Donc les aires de jeu pour enfants sont réouvertes à partir de ce jour dans tout la Gore. Et puis à l'exception du City Stade, puisque ce sont des sports de balle, des sports de contact, et que la pratique des sports de contact, même en plein air, n'est pas recommandée. Voilà. En plus, le City Stade est parfois le vecteur d'attroupements qui ne sont pas compatibles avec les précautions sanitaires du moment. Voilà. Vous avez aussi
certainement des questions sur la réouverture de l'école, puisque le président de la République, dans sa dernière allocution, a précisé qu'à partir du lundi 22 juin, l'école serait obligatoire et les écoles devraient accueillir l'ensemble des enfants. Donc c'est ce que nous allons essayer de faire. Je vais passer la parole à M. Bacle, Gérard Bacle, conseiller délégué des affaires scolaires, pour nous décrire un petit peu où en est la réflexion. Oui, merci Monsieur le maire. Oui, quelques mots donc, sur la réouverture des écoles donc, prévue le 22 juin, mais auparavant donc, quelques précisions, puisque suite au discours du Premier ministre du 28 mai, donc vous savez ou vous ne savez pas, donc, il y a quelque chose qui avait été mis en place qui s'appelait le 2S2C, qui est donc sport, santé et civisme culture. Et effectivement, donc, avec les équipes de Madame Mativé, Marie-Hélène Fiquet, et puis moi-même, et puis donc les directrices de l'école, nous avons mis en place donc ce système-là, qui consiste rapidement, je fais court, donc à avoir, donc, avec l'aide de différentes associations lagordaises, de pouvoir accueillir les enfants qui ne pouvaient pas être accueillis à l'école dans le temps scolaire. Ceci a été réalisé, et je dirais, dans un temps record, avec quand même une certaine efficacité, et avec les signatures de l'inspection d'académie, bien sûr les signatures de la mairie, et des associations qui ont signé effectivement les différentes conventions pour mettre en place ce 2S2C. 2S2C qui donc a démarré lundi, suivant ce qui avait été prévu. Bon, sur ce, le discours du président de la République, donc, qui a eu lieu donc, dimanche soir, le 14 juin, a amené de différentes précisions, et différentes précisions importantes, à savoir que l'école, à partir du 22 juin, devenait obligatoire et donc normale. Donc à partir de ce moment-là, que faire? Et bien, ce matin, donc, à nouveau avec les équipes de Mme Mativé et donc monsieur le premier adjoint, donc, nous avons réfléchi et donc vérifié qu'effectivement, avec les conditions qui ont été données dans le guide sanitaire qui est paru aujourd'hui, donc pour vous dire quand même que ça va vite, qui précise que le 4 mètres carrés par enfant a disparu, mais que le 1 mètre en distanciation physique de latérale et en face à face devait être respecté. Et ce matin, nous avons vu qu'effectivement, en mesurant avec 1 mètre, donc, que la totalité des enfants pouvaient être accueillis effectivement à partir du 22 juin. Puisque l'école devient normale, la restauration redémarre également. Quant au 2S2C, qui, à partir de ce que je viens de dire, devrait disparaître. Néanmoins, en accord avec Madame Mendes, la directrice de l'école élémentaire, il semblerait quand même qu'on essaye de la maintenir parce que c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant et qui peut donner effectivement un certain degré de liberté à l'école élémentaire. En vérifiant toutefois quand même que, bien évidemment, la priorité est donnée à l'école suivant ce que les directives du gouvernement. Donc voilà où on en est. Si je résume, donc l'école rouvre entièrement lundi 22 juin en accueillant tous les enfants, tous les élèves. La restauration repart. Le 2S2C, on va voir ce qu'on en fait, mais il n'est pas abandonné pour autant. Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. D'accord, donc nous aurons une vision précise demain soir, parce que demain soir on est déjà jeudi et la rentrée c'est lundi, donc on aura un petit peu un process très précis. Effectivement, demain matin, donc, on vérifie ce qui va se passer au niveau de la cantine, notamment sur les flux, pour respecter la distance. Et puis, donc, on va établir, donc, avec Mme Parizeau et son équipe, donc, effectivement, les protocoles nécessaires pour que la rentrée se fasse normalement et correctement. Je suppose que des contacts ont été pris avec Convivio par rapport à la restauration qui va démarrer finalement beaucoup plus rapidement que prévu et dans une situation un peu compliquée avec le prestataire de service. Oui, bien sûr, le prestataire de service. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, mais néanmoins, ce matin, nous avons pris la décision de le contacter et ça a dû être fait ce matin vers midi. D'accord. Bon, j'espère qu'ils vont arriver à se préparer. Il fallait les prévenir avant midi. D'accord. Ok. C'est du... Ah ouais, je sais bien que c'est en allant. Bien, très bien. Donc voilà. Puis la dernière petite information, c'est que en guise, vous avez tous à votre disposition une petite sacoche Lagor. Je vais laisser peut-être Monsieur Martin détailler le contenu. Non, c'était une intention, c'est de se dire, une nouvelle équipe redémarre. Il était prévu qu'on le donne au conseil municipal d'installation, mais je ne vais pas rappeler le cadre de ce moment-là, donc c'était très compliqué, donc on ne l'a pas fait.
Donc on le fait aujourd'hui, dedans un certain nombre de documents, notamment les livres qui avaient été réalisés par Madame Le Hénaf, un autocollant de Lagor, parce que ça se fait, pourquoi pas aussi, on peut le mettre sur sa voiture, chacun choisit, puis quelques éléments. C'est un porte-document qui vous permettra effectivement de vous accompagner pendant toute la mandature. Voilà, merci. Très bien, merci beaucoup Bruno. On va rentrer plus précisément dans l'ordre du jour. Ça commence aussi par des informations. Il y a un certain nombre de décisions, et comme à chaque conseil municipal, il est tout à fait réglementaire et avec plaisir d'ailleurs donner état des décisions du maire prises en application de l'ordonnance. Alors là, c'était un peu particulier puisque on y reviendra plus tard. La délégation générale du maire a été un peu élargie par la loi d'urgence sanitaire pour que les affaires puissent quand même continuer à avancer. Donc les décisions principales qui ont été prises par le maire sont assez peu nombreuses. Elles concernent les trois grandes associations, c'est-à-dire Caponis, le club de football, le centre socio-culturel, l'association musicale Sainte-Cécile et puis l'association Lagor Tennis Squash, puisqu'il fallait que ces structures puissent continuer à avancer. Ce sont déjà des chiffres qui étaient prévus au budget primitif qui a été voté avant les élections, donc il n'y a pas de modification par rapport aux lignes budgétaires. Donc pour Caponis, il s'agit d'une subvention d'un montant de 17 600 €. On a d'ailleurs eu l'occasion hier d'aller à la rencontre du conseil d'administration de Caponis et avec une grande satisfaction, on a pu constater que ce club qui avait été en difficulté il y a quelque temps a maintenant une bonne santé financière et je peux que les féliciter et on ne peut que s'en féliciter. Pour le centre socio-culturel des 4 Vents, il a été versé une subvention, c'est un acompte de subvention de 94 400 € puisque la subvention globale au CSC est de l'ordre de 165 000 €, je crois, 172 000. Il a été versé également, par décision du maire, une subvention d'un montant de 8 400 € à l'association musicale Sainte-Cécile. Et puis, enfin, à l'association du Lagor Tennis Squash, tout près d'ici, une subvention d'un montant de 19 200 €. Voilà l'essentiel des décisions prises en application de l'ordonnance du 1er avril 2020. Dans la suite de notre conseil municipal ce soir, il fallait, alors évidemment ils sont tous au courant et ils ont déjà eu leurs arrêtés signés, mais rappeler et présenter les délégations des adjoints et des conseillers délégués. Donc monsieur Bruno Martin, qui est à mes côtés, est premier adjoint en charge de la démocratie participative, de la citoyenneté, de la communication et des ressources humaines. Madame Anne-Laure Griveaux, qui est également à mes côtés, deuxième adjointe en charge de la transition écologique et de l'adaptation de la commune aux objectifs La Rochelle, territoire zéro carbone. Monsieur André Turcot, troisième adjoint en charge des finances, de la commande publique et des zones commerciales du Fief Rose, des Greffières et d'Atlantec. Madame Brigitte Lacarrière, quatrième adjointe en charge de l'action sociale et de la solidarité. Monsieur Xavier Bèche, si Xavier peut se montrer, se signaler, voilà. Et cinquième adjoint en charge de l'urbanisme, de l'aménagement de l'espace et le droit des sols. Madame Josiane Bicard. Alors, je suis un peu aveuglé par le soleil, donc oui, Josiane. Sixième adjointe en charge des animations communales, de la vie associative, de la vie des quartiers, de la Plousière, de l'Ermitage et du centre-bourg. Monsieur Philippe Guinois. Septième adjoint en charge de la voirie, des espaces verts, des bâtiments communaux et du cimetière. Monsieur Gérard Bacle, donc Gérard a déjà eu la parole, conseiller délégué en charge des affaires scolaires. Monsieur Jean-Christophe Moreau. Jean-Christophe, conseiller délégué en charge des affaires culturelles et de la médiathèque. Madame Isabelle Baudet, conseillère déléguée en charge de la petite enfance. Monsieur Léo Poiroux, conseiller délégué en charge du développement numérique au sein de la collectivité. J'ai pas vu Léo, il est là, pardon. Madame Samantha Chervet est conseillère déléguée en charge de la jeunesse. Monsieur Jérôme Pubert, conseiller délégué en charge du commerce de proximité.
Monsieur Jérémy Majmi, merci Jérémy, conseiller délégué pour les actions de proximité dans le domaine du développement durable. Et enfin, Madame Cécile Hervoué est conseillère déléguée, je ne sais pas où est Cécile, oui, pour la vie des quartiers périphériques que sont Vendôme-la-Vallée et le Lignon. Voilà, alors nous sommes dans un conseil municipal, alors dans le jargon on dit qu'il y a des conseils municipaux utiles et des conseils municipaux pas utiles, mais on est dans un conseil municipal pas utile au sens que normalement on est dans les commissions, les représentations, tout un décor démocratique qui doit s'installer pour le fonctionnement du conseil municipal pendant 6 ans. Donc il est principalement consacré à ça ce soir, mais pour des raisons de timing, d'agenda et de date butoir, il y aura quand même 3 délibérations utiles pour le coup. La délibération sur l'urbanisme, sur l'avenant à la convention opérationnelle avec la CDA et l'établissement public foncier, et puis 2 délibérations finances qui sont importantes, puisqu'elles concernent l'exonération de la taxe locale sur la publicité extérieure, la fameuse TLPE pour l'année 2020, et le vote des taux de la fiscalité locale en 2020. Je vais présenter la première délibération, c'est la délégation générale du conseil municipal au maire. C'est un phénomène assez banal et réglementaire qui dépend du Code général des collectivités territoriales pour fluidifier le fonctionnement, pour ne pas surcharger le conseil municipal et pour pouvoir réagir dans un temps pas trop long. Le maire dispose en général d'une délégation générale qui est à peu près le même dans toutes les communes, il n'y a pas beaucoup de grandes différences. Là, on sort d'une situation où la loi d'urgence sanitaire avait donné au maire des pouvoirs un peu plus étendus qu'une délégation générale standard, qu'en fait on n'a pas vraiment utilisé, mais qui avait été validé par le conseil municipal qui avait été réuni en visioconférence dès le départ de la loi d'urgence sanitaire. Donc là, on va revenir à un fonctionnement plus normal, qui est la délégation habituelle générale du maire. C'est une délégation qui lui revient, mais qui peut déléguer éventuellement à ses adjoints et à ses conseillers délégués. Ce qui veut dire que les arrêtés de délégation que vous avez eus pourront progressivement s'enrichir selon nécessité de délégations supplémentaires en fonction de l'avancée de nos travaux. Je ne vais peut-être pas vous lire dans le détail les 24 articles. Il y en avait 29 dans la loi d'urgence sanitaire. Ça concerne beaucoup de choses, hein. Par exemple, arrêter ou modifier l'affection des propriétés communales utilisées par les services publics, procéder dans les limites fixées par le conseil municipal. C'est toujours très important parce que là, par exemple, on parle de la possibilité de réaliser un emprunt à 800 000 €. C'est pas le maire qui, le matin, peut se réveiller en disant « Tiens, je vais faire un emprunt de 800 000 €. » Évidemment, c'est sous couvert de la commission des finances, du budget, de la nécessité de le faire. Et c'est juste pour la signature finale que le maire peut utiliser cette délégation. Donc l'emprunt était limité à 800 000 €. En ce qui concerne les marchés publics, eh bien, il peut prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et les règlements des marchés, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget dans la limite du seuil de 90 000 € dans le cadre d'une procédure dite de marché à procédure adaptée. Donc, je rappelle rapidement, jusqu'à 40 000 €, vous avez besoin de 3 devis simplement. Entre 40 000 et 90 000 €, c'est un marché à procédure adaptée. Donc, il y a une commission MAPA, ce qu'on appelle la commission MAPA, qui va se réunir, dont l'avis est consultatif, mais le maire, évidemment, suit toujours l'avis de la commission MAPA qu'on va constituer d'ailleurs ce soir. Et au-dessus de 90 000 €, c'est obligatoirement la commission d'appel d'offres que nous allons constituer ce soir. Alors, ça passe aussi par les contrats d'assurance, ça passe aussi par la délivrance et la reprise de concessions dans les cimetières. Ça passe aussi par les droits de préemption pour un bien inférieur ou égal à 300 000 €.
Ça permet aussi d'exercer le droit de préemption ou de priorité pour des biens commerciaux. Si un commerce vient à s'arrêter, la commune est prioritaire si elle veut poursuivre une exploitation commerciale pour acquérir le bien. Voilà, j'ai à peu près résumé les articles principaux. Autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations et de demander à tout organisme financier l'attribution de subventions en fonctionnement ou en investissement. Voilà, et je reprécise que les délégations consenties en application de l'article 3 de cette délibération prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. Voilà. Donc, il est proposé au conseil municipal de déléguer à monsieur le maire les compétences qui ont été définies ci-dessus et d'autoriser monsieur le maire à déléguer à des adjoints et des conseillers municipaux délégués tout ou partie des pouvoirs qu'il a reçus en délégation par la présente délibération. Voilà. Y a-t-il des questions particulières à ce sujet? Non, je n'en vois pas, donc je vous propose de passer directement au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc j'en déduis que la délibération est adoptée à l'unanimité. Nous allons passer ensuite au deuxième dossier qui concerne l'indemnité de fonction du maire, des adjoints et des conseillers délégués. Avant de laisser la parole à Bruno Martin, je voudrais rappeler que si les élus ne font pas ça pour gagner de l'argent, il est néanmoins, il ne faut pas avoir honte de ces indemnités qui restent modestes. Pourquoi il ne faut pas avoir honte? Parce que c'est un investissement chronophage, c'est un investissement en énergie de la part de tous les conseillers municipaux. C'est aussi souvent la possibilité qu'ils soient obligés d'empiéter sur leur travail pour pouvoir assister à des réunions. Et puis je crois que de manière plus large, si on ne veut pas que ça soit uniquement des retraités ou des rentiers qui puissent participer à l'action publique, eh bien je crois qu'il est bon qu'il y ait quand même quelque part une gratification, même si elle reste quand même relativement modeste. Voilà, ceci dit en préambule, je vais donc passer la parole à monsieur Martin. Merci, monsieur le maire. Donc encore une délibération très technique, et il y aura plein de délibérations techniques ce soir, mais c'est pour nous mettre aussi, ce que disait monsieur le maire tout à l'heure, en dynamique de travail après. Donc indemnité de fonction, donc c'est très cadré sur le plan de la loi. Il n'y a pas de marge de manœuvre autant que ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour une commune dont la population est comprise entre 3 500 et 10 000 habitants, le taux de l'indemnité de fonction du maire est fixé de droit à 55% de l'indice brut terminal de l'échelle de la fonction publique. C'est un sombre calcul et ça définit un montant. Ce qu'il faut savoir, c'est que le maire a souhaité baisser son indemnité. C'est-à-dire qu'il a le droit à une indemnité, il souhaite qu'elle soit baissée. Donc ça fait partie effectivement des éléments à prendre en compte dans le travail qui a été mené. Il faut savoir aussi que pour la commune ayant une population toujours entre 3 500 et 10 000 habitants, le taux maximum d'indemnité d'une fonction d'un adjoint est fixé à 22% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire. Donc après un sombre calcul qui additionne l'ensemble de ces participations potentielles, on arrive à un montant qu'on peut consommer de 8 128,86 €. Ce qu'il faut savoir, c'est que la commune est chef-lieu de canton et qu'elle bénéficie de 15% de majoration pour les indemnités. Donc ça laisse effectivement une possibilité supplémentaire. Le choix qui a été fait, c'était d'essayer d'avoir pas forcément plus d'adjoints, mais plus de conseillers délégués. Donc ça veut dire que chaque adjoint, et le maire en particulier, a vu rogner un peu sa participation dans son indemnité pour permettre effectivement d'avoir 8 conseillers délégués, ce qui n'était pas le cas dans la mandature précédente. Et puis le choix qui avait été fait, c'est aussi de permettre à chaque conseiller qui ne soit pas délégué, pas d'adjoint, et pas maire, d'avoir une petite participation, une petite indemnité annuelle. On l'a défini sur le plan annuel. Donc ça a permis effectivement de faire un travail et de définir des taux, et je vais simplement en donner un. Le maire a le droit à 55% de l'indemnité brute terminale. En fait, il va bénéficier de 43,1%. C'est-à-dire que ça permet de repérer effectivement qu'il y a une baisse. Donc
Antoine Gros, le montant de la pré-majoration, parce qu'il y a effectivement, parce qu'on est chef-lieu de canton, son indemnité sera de 1 927,77 € pour le premier adjoint de 1042 brut, hein, oui j'entends, oui. Même les invités bénéficient des charges type salarial, hein, à peu près du même montant, 1042,16 €. De l'adjoint numéro 2 à l'adjoint numéro 7 de 697,76 €. Pour les conseillers délégués, 232,57 € et pour les conseillers, 20,22 €. Donc ça peut paraître une petite indemnité, mais c'est la première fois sur la commune de Lagor que des conseillers municipaux ont le droit à une indemnité. C'est quand même relativement important. Voilà, monsieur le maire, j'ai fait le tour de la présentation. Merci beaucoup Bruno. Et donc préciser que c'est assez rare que les conseillers municipaux aient une indemnité. Alors elle est peut-être assez modeste puisque je crois qu'on est sur du 20 € par mois. Donc par commodité, ce sera versé en une seule fois au mois de décembre sur toute l'année, une indemnité de l'ordre de 200 € à peu près. C'était pas le cas dans le dernier conseil municipal. Je crois que sur l'agglomération, il me semble, à ma connaissance, qu'il y avait une seule commune qui l'avait pratiqué, c'était la commune de Dompierre. Et je trouve que même si c'est très modeste, ça récompense un investissement important. Voilà, est-ce qu'il y a des questions à poser sur ces indemnités ? Non ? Pas de questions particulières, donc je vous propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc tout le monde est pour. Merci beaucoup. Et je précise que ces indemnités seront versées à partir de la nomination, c'est-à-dire à partir de la signature de l'arrêté qui a suivi le conseil municipal d'installation. L'élection des membres, si je ne me trompe pas dans l'ordre, de la commission d'appel d'offres. C'est une commission obligatoire, réglementaire, très très importante, qui officie pour les marchés supérieurs à 90 000 €. Donc c'est une élection qui doit se faire au scrutin secret, sauf accord unanime de l'Assemblée municipale. Donc, est-ce que quelqu'un souhaiterait que cette élection se fasse à bulletin secret? Il suffit qu'il y ait une seule personne et on procédera ainsi de cette manière-là. Non, donc on va pouvoir, c'est pas mal d'ailleurs, se passer l'élection à bulletin secret. C'est pas mal en termes de gain de temps surtout. Et il est donc proposé de procéder à l'élection de cette liste qui désigne 5 titulaires et 5 suppléants, plus le maire. Donc, ce qui vous est proposé comme liste pour les titulaires, c'est en 1, M. André Turcot, en 2, Mme Catherine Chipoff, en 3, M. François Moreau-Chazot, en 4, Mme Isabelle Baudet, et en 5, Philippe Guinoire. Pour les suppléments, 1, Benoît Morisot, 2, Mme Marie-Hélène Fiquet, 3, Mme Lagier-Curat, 4, M. Jérémy Machmy et 5, M. Ronan Mazet. Pas d'autres candidatures? Donc je vous propose de passer au vote pour les élections de ces 5 titulaires et 5 suppléants pour la commission d'appel d'offres. Qui vote contre? Qui s'abstient? Personne. Donc la commission sera constituée par ces 5 titulaires et ces 5 suppléants. Je vais continuer, mais après je passerai la parole, ne soyez pas inquiets, pour la détermination des membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, puisque à ce jour, il y a un seul membre du CCAS qui est officiel, c'est le maire qui est président de fait. Donc, nous avons liberté pour fixer le nombre de membres de ce CCAS. Nous avons proposé le nombre de 13, c'est-à-dire le maire plus 12 autres personnes,
Et parmi ces 12 autres personnes, c'est à parité 6 du conseil municipal et 6 autres personnes étant nommées qui représentent des associations. Je pense que Madame Lacarrière, Brigitte, tu peux peut-être nous dire, par exemple, qu'est-ce qui est requis au niveau associatif, au niveau représentation extérieure? Alors, les associations qui siègent dans les CCAS en règle générale représentent la famille au travers de l'UDAF, représentent les personnes, les seniors, donc on a le club des bons vivants sur la Gore, et puis on a aussi les handicapés, toutes les personnes handicapées, on a l'UDAPI avec le Bonodo qui est représenté dans le conseil d'administration du CCAS, puisque nous avons souvent des interactions avec toutes ces associations-là, et qui sont aussi obligatoires sur les textes, par les textes. Voilà, je le mets. Très bien, merci beaucoup Brigitte. Donc un premier vote pour déterminer le nombre de membres. Est-ce que vous êtes d'accord pour fixer à 13? Je rappelle le maire plus 12, le maire plus 6 élus, plus 6 personnalités extérieures, représentatives d'associations. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc tout le monde est pour. Donc le CCAS sera constitué de 13 personnes. Et maintenant, nous devons désigner donc 6 élus qui seront membres du CCAS en plus du maire. Donc, nous vous proposons la liste suivante. En premier, Madame Lacarrière, qui sera par nature vice-présidente du CCAS, bien évidemment. Monsieur Gérard Bacle, Madame Catherine Chipoff, Madame Samantha Chervet, Monsieur Benoît Morisot et Madame Leslie Seguin-Charras. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures sur ce poste-là? Non. Alors là, par contre, on est obligé de voter à bulletin secret. C'est la loi qui nous le dit. Donc l'urne se trouve au fond de la salle. Et vous allez être appelé à tour de rôle. C'est Bruno qui va vous appeler pour aller voter et on va essayer d'aller assez vite. Pardon, excusez-moi. Anne-Laure Griveaux, le bulletin de vote, alors pour tout le monde, le bulletin de vote est à côté de l'urne et l'enveloppe est à côté de l'urne. Voilà, donc Anne-Laure Griveaux, on va faire des allers-retours comme ça va être un petit peu long, on n'a pas trop le choix. On y va plus vite, ouais, d'accord. Brigitte Lacarrière. Josiane Bicard. Gérard Bacle. Jean-Christophe Moreau. Samantha Chervet. N'oubliez pas le masque pour vous déplacer, bien sûr. Et n'oubliez pas, à la fin de la séance, de repartir avec vos masques. Il est resté 1 ou 2 masques sur la dernière séance de travail. Jérôme Pubert. Marie-Hélène Fiquet. Patrick Gia. Catherine Chipoff.
Pierre-Emmanuel Blanc. Benoît Morisot. Lucie Robier. Leslie Seguin-Charras. Magali Lelon, Renaud. François Moreau-Chazot. Micheline Orlement. Je pourrais dire Jérôme, mais je vais dire Jérémy Machmy. Cécile Hervé, pardon. Ça se resserre. Isabelle Baudet. Xavier Bèche. André Turcot.
Maria Tamaray. Antoine Groux qui votera 2 fois parce qu'il vote aussi pour Madame Lagier. Et Bruno Martin qui votera aussi également 2 fois pour Ronan Maz. Est-ce que tout le monde a voté? Donc je propose pour le dépouillement que les 2 plus jeunes, c'est-à-dire Léo Poirot et Jérémy, et Leslie, alors je veux bien le faire, hein, si Leslie n'a pas l'habitude. Comment? Je peux le faire si Leslie n'a pas l'habitude. Donc Leslie et Léo, si vous pouvez faire le dépouillement. Et puis, pendant ce temps de dépouillement, je vais laisser parler Madame Lacarrière qui va nous parler de collecte alimentaire. Merci, Monsieur le maire. Donc, vous savez, c'est pas un scoop, que nous avons connu une période ces derniers mois qui n'a pas été simple, et notamment pour les bénéficiaires de la banque alimentaire. Le CCAS de la Gore a donc continué à assurer une distribution. Nous avions fait le choix au plus fort du confinement de distribuer des bons alimentaires aux bénéficiaires. Et puis, depuis, à partir de fin mai, début juin, nous avons repris la distribution. Et cette distribution, nous la faisons grâce aux collectes de la banque alimentaire. Donc, c'est la banque alimentaire qui est à Périgny, donc collecte les denrées dans les magasins 2 fois dans l'année, au printemps et à l'automne, pour pouvoir réalimenter ces stocks et pouvoir assurer la situation d'aide à tous les citoyens de Charente-Maritime, puisque c'est la banque alimentaire départementale. Donc aujourd'hui, face à la période que nous avons connue, la collecte de la banque alimentaire est devenue une nécessité
plus que nécessaire puisque les stocks sont vides, pratiquement vides, et que nous sommes en situation d'urgence au niveau de la collecte. Donc nous avons sur la Gore deux magasins où nous collectons, le magasin de Lidl et le Lidl et le Carrefour City. Le Leader Price est assuré par des bénévoles de l'UMO. Donc nous avons établi tous les ans, à chaque fois nous établissons un planning, et ce planning autour des deux magasins table sur un appel aux bénévoles, sur un appel à la participation pour donner 2 heures de son temps sur les 2 jours pour pouvoir participer à la collecte. Donc voilà, nous avons préparé donc des fiches pour cette collecte. Si vous êtes intéressé, écoutez, je me tiens à votre disposition pour vous inscrire, pour voilà, participer. Donc, je compte sur vous parce que pour le CCAS, la collecte, ça représente quand même 16 familles que nous aidons régulièrement. Et nous savons que quand même la période a laissé des séquelles puisque nous nous retrouvons aujourd'hui confrontés à des jeunes qui bénéficient du chômage technique et qui ont des difficultés financières à assurer. Donc voilà, donc je compte sur vous. Merci de votre attention et de ce que vous pourrez, de votre participation. Merci. Pendant que le dépouillement continue, Brigitte, est-ce qu'on a observé avec le Covid une augmentation du nombre de demandes au niveau du CCAS? Alors, on a un déplacement, pas une augmentation, mais un déplacement des demandes. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. On a des jeunes couples qui viennent solliciter des aides. On a des jeunes qui sont en apprentissage. On a des étudiants aussi. Mais on n'a pas on peut pas dire qu'on est un agrandissement. On a un renouvellement un peu de la population qui vient demander. Mais on a toujours eu ça sur la Gore depuis 6 ans, puisque en fait la banque alimentaire c'est une aide qui peut être ponctuelle, mais qui aide à démarrer et à continuer et à aider à passer les passages à vide, si je puis dire, donc que l'on connaît ou des accidents de la vie, mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours les mêmes personnes. Oui, parce que si je me souviens bien, l'aide est accordée pour quelques mois et ensuite on arrête pour ne pas installer les gens dans la dépendance, c'est ça, à peu près? Je dis à peu près bien les choses. Oui. En fait, on a dans le règlement de la banque alimentaire, il y a 2 fois 6 mois, les personnes sont inscrites 2 fois 6 mois, et au bout des 6 mois, il y a 2 mois d'arrêt. On arrête 2 mois, et suivant l'évolution de la situation, pour pas qu'ils s'installent dans cette situation et que ce ne soit pas un rituel et une habitude, mais ils savent qu'au bout des 6 mois, 2 mois, ils devront faire pendant 2 mois un autre choix ou trouver une autre solution. Mais ça ne pose pas de problème d'aujourd'hui avec les bénéficiaires. Ils acceptent bien de participer, ils acceptent le règlement et bon, voilà. Mais l'objectif en fait, c'est que ce soit pas de récurrent, mais que ce soit une étape pour un coup de pouce pour aller plus vite. Voilà, plus loin. Voilà, monsieur le maire. Très bien, ça tombe très bien puisque je pense qu'on va avoir les résultats. Il y a un énorme suspense. Donc, merci beaucoup. Donc, nombre de votants 29, pas de bulletin nul, suffrage exprimé 29. Donc la liste Continue ensemble présentée par Antoine Gros à 29 voix sur 29 votants, pas de blanc, pas de nul. Voilà, merci. Donc je pense, Brigitte, que nous allons devoir réunir, comme toutes les commissions d'ailleurs, nous allons devoir réunir le CCAS très vite. Oui, je crois qu'on a prévu avec ça pour vous inviter prochainement. Voilà. Et bien maintenant, c'est Bruno Martin qui va nous parler des commissions municipales. Encore une dédite très technique qui va
peut-être permettre de servir pour que l'ensemble des élus puissent travailler, mais par petits groupes. C'est vrai que travailler en conseil municipal, on le voit ce soir, on est beaucoup dans du formel. Et il est important de moment ou d'autre que les élus puissent travailler ensemble en groupe plus restreint. On a installé le conseil municipal, on a installé le bureau municipal, et bien maintenant on va installer les commissions. Donc les commissions sont les commissions municipales qui ne sont pas ouvertes en termes de fonctionnement, mais pour lesquelles on peut inviter ponctuellement une personne qualifiée sur une thématique qui semble importante. Le maire Antoine Gros propose de créer 11 commissions municipales. Ce n'est pas rien, hein, c'est relativement important, il faut quand même se le dire. 11 commissions municipales pour permettre à ce que tous les élus puissent se retrouver dans une thématique qui lui convient bien. Et on proposait que chaque membre du conseil puisse aller jusqu'à 3 commissions. 3 commissions, c'est un travail conséquent, important, si on veut qu'elles fonctionnent correctement. Les propositions, et c'est là-dessus où on va valider dans un premier temps, c'est la commission MAPA, la commission pour les marchés à procédure adaptée, donc on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est une commission importante. La commission petite enfance, enfance, jeunesse, la commission solidarité, la commission urbanisme, voirie, bâtiments communaux, la commission animation, la commission culture, la commission développement durable, biodiversité, zéro carbone, la commission démocratie participative, la commission communication, la commission finance et la commission du personnel. Donc effectivement, des chantiers qui doivent se mettre en route dans les jours, voire les semaines à venir. Le maire propose également que le nombre d'élus siégeant au sein de chaque commission soit variable en fonction des candidatures d'élus sur les diverses thématiques, avec un maximum de 12 membres. Ce qui est important de savoir, c'est que les commissions doivent être composées à la proportionnelle entre différentes équipes qui auraient pu être élues au conseil municipal. Il s'avère que dans notre situation, une seule équipe a été élue. Donc globalement, les commissions sont composées de 100% de l'équipe animée par Antoine Gros. Je propose qu'on fasse un premier vote au sujet de la mise en place de ces commissions et de la création des 11 commissions. Merci Bruno. Qui vote contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Donc on a déterminé le nombre et maintenant on va déterminer les membres. Donc on va reprendre effectivement une par une l'ensemble de ces commissions et à chaque fois on va voter à main levée. On ne va pas faire comme le CCAS à bulletin secret parce que là on en a pour la soirée, je peux vous assurer, parce que 11 commissions. Donc on va commencer par la commission pour les marchés à procédure adaptée, c'est-à-dire la commission MAPA. Il est proposé André Turcot, Catherine Chipoff, François Moreau-Chazot, Isabelle Baudet et Philippe Guinoard. Oui, il a juste précisé qu'on a repris les 5 titulaires de la commission d'appel d'offres pour être cohérent, parce qu'on est exactement dans le même domaine, c'est simplement les sommes qui varient. Donc ce sont les 5 titulaires qui ont été désignés pour la commission d'appel d'offres qui seront... on n'a pas besoin de suppléants pour la commission MAPA. Donc il faut qu'on vote commission par commission. Oui, commission par commission. Donc, commission MAPA, la liste que vous a énoncée Bruno Martin. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà pour la commission MAPA. J'ai fait une petite erreur, donc je vais m'en excuser. Normalement, j'aurais dû demander qui est pour voter à bulletin secret. Attention! Donc ça va être répété, amplifié, déformé, je peux vous assurer, c'est pas grave. Est-ce qu'on reprend depuis le début? Est-ce que quelqu'un souhaite qu'on vote à bulletin secret pour l'ensemble de la délibération? J'ai pas l'impression. Ok. On passe à la commission petite enfance, enfance, jeunesse. Donc elle serait composée à proposition de Gérard Bach, Isabelle Baudet, Samantha Chervé, Magali Lelon, Renaud, Leslie Seguin-Charras, Marie-Hélène Fiquet, Maria Tamaran et Bruno Martin. Je propose qu'on passe au vote. Oui, qui vote contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Donc voilà pour la petite enfance, enfance, jeunesse. La commission solidarité, qui n'est pas le CCAS, hein, pour faire le distinguo entre ces deux groupes. La proposition, c'est qu'elle soit composée de Brigitte Lacarrière, de Leslie Seguin-Charras, de Samantha Chervé, de Catherine Chipoff, de Marie-Hélène Fiquet, de Jean-Christophe Moreau, de Joël Lagicura et de Anne-Laure Griveaux.
Qui vote contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. La commission urbanisme, voirie, bâtiments communaux, elle serait composée de Xavier Bèche, Philippe Guignard, Brigitte Lacarrière, Anne-Laure Griveaux, Micheline Orlemont, François Moreau-Chazot, Jérémy Machmy, André Turcot, Patrick Gia. Qui vote contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. La commission animation, elle serait composée de Josiane Bicard, Cécile Herbouet, Magali Lelon-Renaud, Maria Tamarel, Ronan Mazet, Léo Poirot, Samantha Chervet, Jérôme Pubert. Pas d'autres candidatures? Tout le monde est... Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Parfait, merci. La commission des finances, là on n'avait pas trop le choix, André Turcot, en tête de liste, Jérôme Pubert, Xavier Bèche, Benoît Morizot, Catherine Chipoff, Isabelle Baudet, Ronan Mazet et Joël Lagier-Curat. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc s'il n'y a personne qui est contre, personne qui s'abstient, j'en conclus que tout le monde est pour. C'est bien ça. La commission du personnel, Bruno Martin, François Moreau-Chazot, Marie-Hélène Fiquet, Josiane Bicard, Gérard Bacle, Ronan Mazet, Catherine Chipoff, Patrick Gia. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. La commission culture, Jean-Christophe Moreau, Lucie Robier, Philippe Guinoir, Patrick Gia, Samantha Chervet, Pierre-Emmanuel Blanc, Joël Lagier-Curat et Josiane Bicard. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. La commission développement durable, biodiversité, zéro carbone, Anne-Laure Griveaux, Jérémy Machmy, Lucie Robier, François Moreau-Chazot, Gérard Bacle, Xavier Bèche, Cécile Herouet, André Turcot et Philippe Guinoir. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. La commission démocratie participative, Bruno Martin, Patrick Gia, Jean-Christophe Moreau, Léo Poirot, Philippe Guinoir, Jérôme Pubert, Xavier Bèche, Anne-Laure Griveaux, Catherine Chipoff, Marie-Hélène Fiquet, Jérôme Pubert. Qui est contre? Qui s'abstient? Il y a une erreur. Il y a une erreur. Deux fois Jérôme Pubert. Tu as dit 2 fois Jérôme. Dit 2 fois Jérôme? Ah oui, 2 fois Jérôme. Heureusement que Jérémy y suit. Hein. Il n'y a que ça à suivre. Mais c'est vrai. Finalement, alors j'ai pas bien compris. Jérôme, c'est une fois ou 2 fois? Ce sera une fois pour nous ce soir. Une fois, oui. Donc on reprend la commission démocratie participative. Bruno Martin, Voilà. oui. Vas-y. Patrick Gia, Jean-Christophe Moreau, Léo Poirot, Philippe Guinoir, Jérôme Pubert, Xavier Bèche, Anne-Laure Griveaux, Catherine Chipoff, Marie-Hélène Fiquet et Jérémy Machmy. Et c'est un petit peu normal ça. C'est un petit peu l'électron libre du... Ouais. Donc Jérémy se porte candidat pour remplacer Jérôme Pubert. Non, j'ai rien compris. Un jour, on racontera l'histoire de Jérémy, je vous assure, je vous promets. Mais pas ce soir. Et on va voter. Et on vote oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Parfait, merci. Et dernière commission pour l'instant, communication, Bruno Martin, Léo Poirot, Josiane Bicard, Maria Tamarel, Jérôme Pubert, Samantha Chervet, Micheline Orlemont, François Moreau, Chazot. Parfait. Pas d'autres candidatures? Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Merci beaucoup. On a fait le tour, Monsieur Martin, de toutes les commissions? Oui. Elles sont installées, elles vont pouvoir démarrer leurs travaux et ils sont tous en attente parce que je les croise dans les couloirs en me disant quand est-ce qu'on y va. Donc à partir de maintenant, tout de suite, on peut presque démarrer. Voilà. Bon courage à vous. Alors en plus, la loi, enfin la réglementation nous impose de les réunir très très vite, hein, dans un délai d'une semaine, je crois, ou de 10 jours, je ne sais plus exactement. 8 jours. 8 jours.
Donc, de fait, je suis membre de droit de chaque commission, mais il est hors de question que je participe aux commissions, peut-être à part l'urbanisme ou les finances. Mais donc, vous devrez désigner votre président à chaque commission. Voilà. C'est très formel, mais c'est comme ça. Et on va essayer de faire ce qu'on a mal réussi dans le dernier mandat, c'est que les commissions soient vraiment à l'initiative du débat et soient antérieures avant la prise de décision, parce qu'on n'a pas toujours réussi ça. Ouais. Et on va faire en sorte que ça s'inverse. Alors, pour la suite, nous devons désigner les délégués et les représentants dans les associations et les organismes publics. Donc, je ne sais plus, c'est moi qui présentais ça. Je peux. Alors, c'est quelques représentations, il y en aura peut-être d'autres dans les conseils municipaux qui suivent. Donc, il y a le syndicat départemental de la voirie. Il propose à ses adhérents des prestations de type études, fournitures, voirie, travaux. Les statuts du syndicat prévoient qu'il est administré par un comité syndical. Et il nous faut désigner 2 représentants et nous proposons les noms de Philippe Guinoard et de Monsieur Turcot. Ensuite, nous sommes adhérents du syndicat départemental d'électrification et d'équipement rural, le SDER, qui propose à ses membres des prestations de type études, travaux d'extension, d'éclairage public, réparation de candélabres, un délégué titulaire et 2 suppléants. Alors là, je vous invite, mes chers collègues, à porter une voix haute et forte au SDER, parce qu'on n'est pas toujours satisfait de la prestation. Et que souvent, les Lagordais se plaignent qu'il y ait des candélabres qui soient en panne, et en fait, c'est très souvent par retard d'intervention du SDER. Et il faut le dire publiquement, ce n'est pas les services municipaux qui sont en cause, puisqu'ils transmettent immédiatement l'information au SDER, mais il y a un petit peu de temps de réaction, on va dire ça comme ça. Voilà, donc on va proposer 2 représentants qui seront... alors il faut un titulaire et 2 suppléants pour le coup. Donc le titulaire, on propose Philippe Guinoard et 2 suppléants qui seraient François Moreau-Chazot et Bruno Martin. Ensuite, le syndicat informatique de la Charente-Maritime, Soluris, dont nous sommes adhérents. Il propose pour ses membres des actions de type acquisition et maintenance de matériel, de logiciels, des formations dans le domaine informatique. Il assure la logistique et la formation des procédures de dématérialisation, un délégué titulaire et 2 suppléants. Et pour le coup, nous proposons, et c'est tout à fait naturel comme titulaire, Léo Poiroux, puisque c'est sa délégation, et 2 suppléants, donc Jérôme Pubert et Jean-Christophe Moreau. Dans un premier temps, je vous propose de voter sur ces 3 syndicats intercommunaux. C'est la délite complète qu'il faut voter. On vote tout en même temps. Bon. Ben, je pensais simplifier les choses. Donc on va faire comme ça. Ensuite, nous devons désigner pour les organismes publics les conseils d'école maternelle et élémentaire. Donc le conseil d'école donne son avis sur les principales questions de vie scolaire, vote le règlement intérieur, donne un avis sur le fonctionnement et les moyens alloués, la restauration, le périscolaire. Donc il doit désigner le maire et un conseiller municipal. Donc nous proposons comme représentants le maire et Gérard Bacle. Ensuite, il nous faut un correspondant défense de la commune. Il remplit en premier lieu une mission d'information et de sensibilisation des administrés de la commune aux questions de défense. Enseignement de défense à l'école, recensement, journée d'appel de préparation à la défense, volontariat, préparation militaire, réserve militaire. Il est l'interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires du département et de la région. Et nous avons un représentant volontaire et déterminé, Monsieur Benoît Morizot. C'est bien ça, Benoît? Voilà. Ensuite, alors on change de registre. Il nous faut un représentant au niveau des pompes funèbres publiques de La Rochelle-Ré-Onis. Et on a une candidature, une représentante motivée aussi, Leslie Seguin-Charas. C'est bien ça, Leslie? Et ensuite, nous avons le conseil d'administration du collège Jean Guiton qui demande un titulaire, un supplément. Le titulaire sera Samantha Chervet, ce qui est naturel puisque c'est sa délégation, la jeunesse, et le suppléant sera Lucie Robier, la suppléante.
Ensuite, nous passons à l'association Atlantec. Donc, je vous rappelle rapidement que le parc bas carbone, le parc Atlantec, a deux sources de gestion, on va dire, de co-gouvernance. Il y a la comité d'agglomération principalement pour ce qui est le développement général du parc. Et puis, il y a l'association Atlantec pour le développement économique du parc. C'est un petit peu sommaire ce que je dis, mais c'est à peu près ça. Et donc, la commune de Lagor est membre fondateur. Hein, il y a 5 membres fondateurs, la région, le département, la chambre des métiers, l'université et la commune. Je crois que j'oublie quelqu'un, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on est membre fondateur et on paye d'ailleurs une cotisation de 15 000 € par an. Et je vous propose que le maire soit désigné comme représentant de la commune, association Atlantec. J'essaierai de faire modifier les statuts pour que je puisse être remplacé ponctuellement si absence par M. Turcot. Les autres instances, il y a la commission communale d'accessibilité, c'est très important. Elle est chargée de veiller au respect et à l'amélioration des conditions d'accès des usagers à l'ensemble du domaine public. Et le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres. Il faut 5 membres. Cette commission doit se réunir. On a un schéma d'accessibilité qui avait été déposé en préfecture au début du dernier mandat avec un objectif annuel. Il va falloir reprendre tout ça, voir où on en est et puis continuer cette politique d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et peut-être parler d'accessibilité en général, que ce soit pour les piétons, les trottoirs, etc. Donc il est proposé 5 membres, M. François Moreau-Chazot, M. Jérémy Machmy, M. Philippe Guinoire, M. Jean-Christophe Moreau et M. Bruno Martin. Voilà, on a fait le tour aujourd'hui pour ces délégués et représentants. Il y en aura probablement d'autres qui viendront par la suite. Je vous propose de voter sur l'ensemble de ces représentations. Qui vote contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Merci beaucoup. Ça va donc nous permettre de passer à la désignation des représentants au comité technique, le CT, et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT. Bruno. Merci, monsieur le maire. Oui, donc effectivement, la collectivité emploie un certain nombre de salariés, souvent appelés les agents. Et pour cela, il faut organiser effectivement la relation avec eux et mettre en place un certain nombre d'instances. Donc le comité technique est une instance chargée de donner son avis sur les questions relatives à l'organisation et sur les conditions générales de fonctionnement des services de la collectivité. Et un comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail qui a pour compétence de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents, de contribuer à l'amélioration des conditions de travail et de veiller à l'observation des prescriptions légales. Il a été décidé de maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel, titulaires et suppléants, c'est-à-dire 4. Donc là, il convient effectivement de désigner les représentants de la collectivité au CT et au CHSCT. Donc il est demandé au Conseil d'autoriser le maire à signer tous les arrêtés portant désignation des nouveaux membres du comité technique et du comité d'hygiène, sécurité et de conditions du travail. Et il est proposé que ce comité technique pour la partie des élus soit représenté pour les titulaires par Antoine Gros, Bruno Martin, Brigitte Lacarrière, Jean-Christophe Moreau, et pour les personnes, les élus suppléants, François Moreau-Chazot, Leslie Seguin-Charras, Pierre-Emmanuel Blanc et Marie-Hélène Fiquet. Oui, monsieur le maire. On a fait CT, CHSCT. Oui, les deux groupes. Donc on vote les deux en même temps. Les deux en même temps. Très bien. Qui vote contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Merci. Donc le CT et le CHSCT vont d'ailleurs se réunir, je crois, relativement rapidement, me semble-t-il, Madame Mathieu. Désignation des membres de la commission de contrôle des listes électorales. Donc la commission de contrôle des listes électorales s'assure de la régularité de la liste avant chaque scrutin. Elle exerce un contrôle a posteriori et peut réformer les décisions du maire, inscrire ou radier un électeur. La commission doit aussi statuer sur les recours administratifs préalables en cas de contestation par un électeur.
Elle doit se réunir au moins une fois par an, et en tout état de cause, entre le 24e et le 21e jour avant chaque scrutin. On est dans un cas particulier puisque une seule liste a obtenu des sièges, donc la loi, le paragraphe 4 de l'article 19 du Code électoral, nous assimile à une commune de moins de 1000 habitants. Ça veut dire que si une seule liste a obtenu l'ensemble des sièges au conseil municipal, il n'y a qu'un seul représentant au sein de la commission, un seul représentant élu au sein de la commission de contrôle des listes électorales. Mais rassurez-vous, il n'est pas tout seul, puisqu'il y a aussi un délégué de l'administration désigné par le représentant de l'État dans le département et un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire. Et les membres de cette commission sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de 3 ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal. Donc, il convient de désigner le ou la conseillère municipale dont la candidature sera transmise au préfet de Charente-Maritime afin d'être nommé membre de la commission de contrôle. Je vous propose donc la candidature de Madame Micheline Enlemans, si Micheline en est d'accord, qui avait déjà exercé cette fonction dans la mandature précédente. Pas de questions particulières? Qui vote contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Donc c'est Micheline Enlemans qui siégera à la commission de contrôle des listes. Je vais passer la parole à Samantha Chervet pour la création d'un conseil des jeunes. Merci Monsieur le maire. Effectivement, pour rappel, le Conseil des jeunes est une instance donc citoyenne qui permet aux jeunes de la commune de participer et de s'impliquer dans la vie de notre commune. Considérant que les actions qu'ils avaient engagées cette année n'ont pu être finalisées pour les raisons que vous connaissez, la situation que nous avons traversée, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver la prolongation du Conseil municipal des jeunes jusqu'en septembre 2021. Voilà, en fait, il faut expliquer, Samantha, qu'il y a déjà un conseil des jeunes, mais qui a été créé récemment en mars 2019. C'était Marie-Hélène qui en était à l'origine. Et donc, il a eu peu de temps pour exercer, pour qu'il puisse mener à bien toutes ses missions. On préfère prolonger leur mandat jusqu'en septembre 2021. Donc, c'est normalement le conseil des jeunes fini avec la mandature, mais là, on va faire un cas particulier pour que les jeunes qui ont été nommés dans cette instance puissent continuer à travailler ensemble pendant quelques temps. Voilà. Donc en fait, il s'agit de la prolongation du durée du mandat du conseil municipal des jeunes jusqu'en septembre 2021. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur ce sujet? Non? Donc je vous propose de voter. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc tout le monde est pour, c'est parfait. Voilà, on a un petit peu terminé les délibérations de l'administration générale et on va passer à tout autre sujet avec Xavier Bèche sur un avenant à la convention CDA, Commune de la Gorre, établissement public foncier. Merci Monsieur le maire. Effectivement, on a l'objet de cette décision ce soir qui est un peu pompeux et je sais pas le micro, un peu trop près. Il faut que je parle plus près. Pardon, c'est mon baptême du feu alors. Et c'est vrai que pour cette décision ce soir et pour qu'il y ait une meilleure compréhension, je vais être très très court, je voudrais quand même édulcorer mon propos parce que même s'il ne s'agit que de la signature d'un avenant numéro 3 à une convention déjà existante, ça a quand même un enjeu important pour la commune de la Gorre. 3-4 mots pour replanter le décor quand même, et pour être un peu moins formaliste. Comme vous le savez, la Gorre fait partie de la première commune de la communauté d'agglomération de La Rochelle, et on subit, à l'instar de La Rochelle et de toutes les communes limitrophes, une pression foncière importante, due à la rareté du foncier justement, et donc à sa cherté. Avec pour conséquence, mais vous le savez, une difficulté pour les primo-accédants, et notamment les jeunes ménages, d'accéder à la propriété, notamment abordable, ou même pour trouver tout bêtement du logement locatif social.
Alors, on peut laisser le marché se faire, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, mais il arrive un moment aussi, et c'est dans les prérogatives de l'agglomération de La Rochelle, dans laquelle s'inscrit l'Agor, de mener une véritable politique d'habitat, et donc à travers notamment la signature d'une convention qui s'est déroulée en 2015 entre la communauté d'agglomération de La Rochelle, la commune de l'Agor et ce qu'on appelle l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, l'EPF. Alors l'EPF, je vous dis aussi 2-3 mots, Quesaco, c'est un établissement public qui est doté d'une capacité financière autonome, hein, qui provient de dotations de l'État et de collectivités locales, de nos impôts en fait, hein, et de certaines pénalités que paient des communes qui n'ont pas atteint un certain pourcentage de logements sociaux et qui sont éligibles à ce qu'on appelle la fameuse loi SRU, Solidarité Renouvellement Urbain. Et cet EPF a cette capacité, avec ses dotations financières, de pouvoir se porter acquéreur pour le compte d'une collectivité locale, d'une commune ou d'une communauté d'agglomération, sur des périmètres ou des secteurs qui ont été identifiés au préalable à travers justement cette convention. Alors ça a toute son importance, pourquoi? Parce que lorsqu'une commune voit qu'il y a des enjeux sur sa commune, je vais prendre des exemples d'entrée de ville par exemple, et qu'elle ne peut pas laisser faire qu'un seul particulier ou un promoteur qui viendrait faire un petit peu tout et n'importe quoi. Alors, je ne dis pas que tous les promoteurs font tout et n'importe quoi, mais il faut à un moment ou à un autre pouvoir le maîtriser. Et elle ne peut pas forcément, au regard de son budget, pouvoir se porter acquéreur avec les finances publiques. Donc cet EPF permet de se substituer et de ne pas obérer les budgets de la commune, de l'agglomération de La Rochelle, et peut se porter acquéreur par tout moyen. Ça peut être par négociation, par préemption, quand elle voit une vente qui se déroule, ou voire par expropriation. Alors ça ne se passe pas sur la commune de l'Agor, hein, mais cet EPF a aussi cette capacité d'agir de cette manière. Donc ça quand même, c'est pas innocent d'avoir passé ce type de convention en 2015. Il y a eu plusieurs avenants qui ont été portés à ces conventions et c'est l'objet de ce soir de cette décision. Et donc, à travers cette convention, notamment, j'ai oublié des périmètres. Alors vous le voyez sur la carte, des périmètres ont été déterminés, des périmètres d'intervention. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est très technique, mais en gros, il y a des périmètres qu'on dit de veille, c'est-à-dire qu'on est attentif sur ce qui se passe et on n'agit pas forcément, mais on regarde. Il y a des périmètres d'études, où on engage une réflexion un peu poussée, où on peut étudier ce qui pourrait être fait sur tel ou tel secteur, et puis des périmètres de réalisation, c'est-à-dire là, il y a une réflexion beaucoup plus engagée de la collectivité locale, notamment de la commune de l'Agor, toujours conjointement avec l'agglo de La Rochelle, et où là, l'EPF, cet établissement public, puisqu'il est mandaté à travers cette convention, peut agir de manière plus proactive, donc de manière plus anticipatrice sur ces secteurs. Voilà, j'arrête là, mais je pense qu'il était important de replanter le décor. Et donc l'objet de cette délibération ce soir, alors il est assez simple, mais c'est de modifier certains périmètres d'intervention sur cette convention. 2-3 ordres, notamment sur une première décision qui est de supprimer des périmètres d'études en les intégrant dans des périmètres de veille foncière et d'intégrer un nouveau périmètre. Alors de supprimer les périmètres d'études et les intégrer dans un périmètre de veille foncière, ça concernerait l'ensemble de la zone urbaine qui est située à l'ouest de l'avenue du 8 mai et le nord de la Rocade. Alors je sais pas s'il y a un curseur pour oui, on le voit, merci. Une deuxième intégration de ce périmètre serait au niveau de l'amorce du parc bas carbone du côté du quartier du Lignon. Un autre secteur qui concerne le site de l'espace commercial anciennement appelé Casino. Et puis d'intégrer aussi un nouveau périmètre d'un ensemble bâti d'à peu près 10 000 m² qui se situe juste au croisement de l'avenue du 8 mai et de la rue des Contières, qui est, si je m'abuse, en face du lycée. Une deuxième décision sur cet avenant, c'est de muter un périmètre de veille, alors c'est encore très technique, qui serait transformé en périmètre de réalisation et qui concerne la rue de l'Ermitage. Et puis une troisième décision sur cet avenant, qui serait d'intégrer un nouveau périmètre avec l'îlot de l'avenue du 8 mai 1945. Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons en fait qu'il est proposé, mes chers collègues, d'autoriser le maire à signer, monsieur le maire, à signer cet avenant numéro 3, cette convention, et d'autoriser aussi à signer tous les documents s'y afférents. D'accord, merci Xavier. Donc il faut bien préciser que de cet outil, on n'en a pas fait un usage vraiment excessif pendant ce dernier mandat, puisqu'on l'a utilisé 2 fois, une fois au niveau du Quéreux de la Plousière, pour le rachat d'une propriété par l'EPF pour faire un lotissement qui est en cours de finition là, actuellement, et une autre fois récemment au niveau du quartier de l'Ermitage pour effectivement acquisition d'une propriété pour compléter un projet immobilier.
Là, l'enjeu, c'est qu'on est sur une entrée de ville au niveau de l'avenue du 8 mai et des Gontières. On porte une attention particulière tant au niveau de la commune qu'au niveau de l'agglomération sur la qualité et la qualification des entrées de ville. On ne souhaite pas particulièrement qu'il y ait un amoncellement de KFC ou de grands immeubles qui défigureraient un petit peu ces entrées de ville. Il faut vraiment porter attention à ça. Donc là, on a une parcelle, enfin Xavier l'a dit, on a une parcelle de presque 10 000 m² qui est en vente, puisqu'on a eu communication d'une DIA. Donc la communauté d'agglomération et la commune souhaitent le préempter par cette espèce de bras armé que représente l'établissement public foncier. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur les sujets? Non, il n'en voit pas. Donc alors il faut savoir que le président de l'agglomération... J'ai du mal à voir où c'est en fait sur l'image. C'est au niveau David du... Brio va pouvoir montrer exactement. Jeu, D'accord, ça veut vers le jeu, d'accord, donc je vois. Merci. Donc si David peut monter précisément la parcelle en question, parce que la flèche ne s'arrête pas assez longtemps. Voilà, c'est là. Donc on comprend bien, c'est un... Donc on voit bien que c'est un secteur stratégique, et d'autant plus stratégique qu'on va avoir la future caserne du SDIS, éventuellement une arrivée de pistes cyclables. Donc on voit bien que c'est un endroit qu'il faut traiter avec beaucoup de vigilance. Voilà, donc préciser que comme c'est tripartite, l'EPF a signé cet avenant. Le président de l'agglomération, par décision du président, comme il pouvait le signer, a signé pour la CDA. Et donc, on n'attendait plus que le vote au conseil municipal de la commune pour que l'établissement public foncier puisse procéder à la préemption. Pas d'autres questions? Je propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Merci bien. Et je laisse finir M. Turcot pour le meilleur, c'est-à-dire le chapitre financier. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc deux sujets. Le premier, l'exonération de la taxe locale sur la publicité extérieure. C'est un jargon un peu compliqué. C'est toutes les enseignes. Quand quelqu'un met une enseigne publicitaire ou une préenseigne à côté de chez lui ou un peu plus loin, il paie une taxe à ce sujet. On est dans un contexte de crise marquée. L'État annonce moins 11% d'évolution du produit intérieur brut, des difficultés que connaissent beaucoup d'entreprises, y compris les entreprises proches de chez nous, y compris notre tissu économique local, sur les greffières, sur les commerces du fief rose, un petit peu partout. Les gens font état de difficultés. Que peut faire la commune dans ce domaine? L'Agor, la commune, comme les autres, aucune commune n'a de compétences directes dans le domaine économique. Autrement dit, contrairement à d'autres, contrairement à la région, j'allais dire contrairement au département, dans le département c'est fini aussi, mais contrairement aux agglos, on ne peut pas distribuer d'aide directe aux entreprises. Et il y avait quand même l'idée, par rapport aux difficultés dont on entendait parler, d'essayer d'apporter notre pierre, même modeste, mais quand même pour certains établissements ça peut être significatif, donc d'essayer de les aider un peu indirectement. C'est pour ça qu'il a été proposé, même si y a un enjeu de pollution visuelle, on n'a pas envie que les panneaux publicitaires fleurissent partout de façon anarchique, mais vu le contexte de crise économique marqué, il nous a paru pertinent, mais au titre de la seule année 2020, donc c'est une aide mais très ponctuelle, très ciblée, c'est pas un encouragement à la pub, c'est le fait de, à un moment donné, apporter notre modeste pierre à côté de la région, à côté de l'agglo, à côté de l'État qui apporte des aides conséquentes. Nous, ça nous fait perdre 80 000 €, on s'en remettra, mais c'est une façon d'essayer d'aider les entreprises locales. Donc on vous propose de voter pour l'année 2020 l'exonération totale. Certaines communes ont fait une exonération partielle, par moment les enjeux sont plus forts qu'ici, mais nous on propose une exonération totale de la TLPE au titre de l'année 2020, si vous en êtes d'accord.
Merci beaucoup. Je crois que c'est un geste fort, hein, et surtout pour les petits, hein, qui ont beaucoup souffert pendant la crise. Et je crois que ça sera certainement apprécié. Voilà. Même si effectivement cette taxe existe pas forcément pour rentrer de l'argent, mais existe pour limiter la pollution visuelle, comme l'a dit très bien André. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ce sujet? Non? Je propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc tout le monde est pour. Donc exonération de la TLPE. Voilà. Et les taux, André? Voilà, donc sur la pub, je compte sur vous pour faire le maximum de pub sur l'absence de pub. Sur les taux. Sur les taux, on va encore voter cette année la taxe d'habitation, qui a déjà un peu disparu, mais pas complètement, qui est amenée à disparaître complètement. En tout cas, pour l'instant, on la vote. On la vote encore pour les ménages. C'est quand même le cas de beaucoup de Lagordais qui continuent de la payer encore. Mais vous savez qu'en 2022, cette taxe disparaîtra complètement pour l'ensemble des ménages. Et il y aura une phase intermédiaire où l'État la percevra pour nous, mais où elle subsistera encore. En tout cas, par la suite, on n'interviendra plus que vis-à-vis des propriétaires, puisqu'il ne subsistera plus au niveau local que la taxe foncière sur laquelle on aura notre mot à dire en la diminuant jamais, en l'augmentant peut-être pas, mais en tout cas, on pourra intervenir là-dessus. Donc sur ces taxes, il vous est proposé, comme ça a été le cas d'ailleurs lors du mandat précédent, de ne pas augmenter, en plus dans ce contexte de difficultés économiques, y compris pour un certain nombre de ménages, de ne pas augmenter les taux ni de la taxe d'habitation, ni de la taxe foncière. Ceux qui regarderont le tableau vont quand même constater qu'il y a une évolution, mais cette évolution est due à l'augmentation des bases, c'est-à-dire le nombre de ménages assujettis à la taxe, et puis une revalorisation de ces bases qui, en général, sont revalorisées par l'État à hauteur de l'inflation. L'an dernier, il a donné un petit coup de pouce un petit peu supérieur. Ce qui fait que le produit de la taxe d'habitation va un peu augmenter. Dans l'immédiat, il vous est proposé de maintenir les taux au même niveau que ceux qui existent actuellement, c'est-à-dire 11% de la valeur locative, ce qu'on appelle la valeur locative, c'est un peu de jargon, pour la taxe d'habitation, 22% pour le foncier bâti et 64% pour le FNB, le foncier non bâti, soit le même taux que ceux qui existaient en 2019. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur Turcot. Engagement qui avait été pris pour la campagne électorale de 2020, engagement qui avait été pris pour la campagne de 2014 et qui était parfaitement respecté. Donc, s'il y a des demandes d'intervention sur la fiscalité, en général, peut-être, je ne sais pas, non. Je vous propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde est pour. Donc, nous avons terminé l'ordre du jour du conseil municipal habituel. Le prochain conseil municipal se tiendra le 8 juillet. Et comme de coutume, le conseil municipal étant clos, je propose, s'il y a des personnes dans le public qui souhaitent poser une question, de s'approcher et de parler dans le micro pour poser leurs questions. Vous êtes bienvenus. Monsieur le maire, messieurs, mesdames, bonjour. C'est des simples questions. La première concerne le Tour de France. Le Tour de France est prévu de passer le mardi 8 septembre dans la commune de Lagor. Il était prévu une fan zone. Qu'en est-il? Est-ce que l'on maintient les animations prévisionnelles, à savoir écran géant, les buvettes, etc. C'est la première question. La deuxième, ça concerne, en fin de compte, la participation citoyenne. J'ai de plus en plus de demandes en dehors de la Plousière. Vous savez que je suis président du comité de la Plousière. J'ai de plus en plus de demandes concernant voisins vigilants. J'y réponds en les envoyant naturellement sur voisins vigilants, mais c'est vraiment dommage que depuis maintenant je ne sais pas combien d'années, participation citoyenne n'a pas été mise en place. Qu'en est-il? Et puis j'ai des remerciements quand même à faire de la part des habitants qui sont à côté de ce qu'on appelle du City Park. Alors le City Park, il y a eu 3 barreaux qui avaient été sciés et qui ont été remplacés cette semaine. Mais malheureusement, encore cet après-midi, je me suis permis d'aller voir des jeunes en leur disant « Vous ne passez pas par-dessus, vous êtes maintenant dans un territoire qui est interdit ».
L'autre fois, j'ai fait intervenir la police municipale, mais là, il va falloir faire quelque chose parce que ça vient vraiment, vraiment, vraiment de l'incessibilité. Merci, Monsieur le Président, pour votre action. Je vais y répondre. Alors, pour le Tour de France, il y avait effectivement un gros travail qui avait été fait avec les comités de quartier, avec les associations, avec une montée en puissance assez importante, un écran géant, une fan zone, etc. Ça, c'était si le Tour de France avait eu lieu dans des conditions normales. Ensuite a eu lieu le Covid. Je pensais même qu'il n'y aurait plus jamais de Tour de France. Et quand même, la Société Tour de France a annoncé que ça se déroulerait de fin août à mi-septembre. J'étais même très dubitatif. Donc, on n'a pas accentué la réflexion sur ce sujet-là. On apprend que finalement, il se confirme parce que la situation sanitaire va mieux, tant mieux. On a eu une longue discussion là-dessus avec les élus en charge des manifestations et associations. On est dans un mois de septembre qui est chargé, puisqu'on a, je crois, le week-end d'avant ou le week-end d'après, Jo pourra nous confirmer, le week-end d'après, le forum des associations, et ainsi qu'une grosse manifestation dans le courant du mois de septembre, Anne-Laure pourra le confirmer, qui est la fête de la biodiversité. Donc ça fait des moyens logistiques considérables à mettre de la part des services municipaux sur le forum des associations et la fête de la biodiversité. On est dans une configuration, c'est un jour de semaine, il n'y a pas de scolaires, ils sont à l'école, etc. Donc pour l'instant, on est parti sur une manifestation à minima, et je laisse les élus en charge de cela travailler sur ce sujet, éventuellement avec les comités de quartier. Mais pour l'instant, on ne va pas mettre l'accent particulièrement sur cette manifestation. Alors le deuxième sujet, c'était... Alors, voisins vigilants. Alors, pour moi et pour nous, il y a toujours eu deux dispositifs complémentaires, participation citoyenne et voisins vigilants. Le voisin vigilant étant quelque chose qui marche très très bien, mais qui est plutôt d'initiative privée, et participation citoyenne, enfin j'ai eu l'occasion de le dire, étant en collaboration avec la commune, avec l'État, etc., le procureur de la République, etc. Alors ça fait pas plusieurs années, je pense que la dernière réunion a eu lieu peut-être il y a un an, non, plus d'un an. Non, ouais, un an, moins d'un an. On a... Si, alors on retrouvera un Jacques, il n'y a pas de problème. On s'est réunis, je suis bien d'accord, mais il n'y a rien de concret en ce qui concerne la participation citoyenne. Alors il peut y avoir un suivi qui peut être fait avec un rendu des chiffres de délinquance, etc. Après, le dispositif existe avec des référents par quartier, mais nous sommes tout à fait prêts à de nouveau se retrouver et réactiver le dispositif. Les principes sont posés, les référents de quartier sont nommés. Oui, Bruno ? De mémoire, parce que je participe au purée. De mémoire, je participais à cette rencontre-là, et effectivement, on avait dit qu'on allait réactiver les choses, mais que les élections municipales approchant, ce n'était pas forcément le meilleur moment pour réactiver. Les élections municipales sont passées, le Covid est passé par là, le conseil municipal est installé, donc c'est des choses qu'on va pouvoir reprendre. Voilà. Alors le troisième sujet, Monsieur le Président du comité de quartier, c'était le City Stade. Donc problème récurrent permanent, je ne vais pas refaire l'histoire. C'est une installation qui a été faite avant qu'on soit en place, avant 2014, avec une concertation qui n'a pas été très importante auprès des riverains. Et ce genre d'installation, ça ne s'installe pas comme ça, un petit peu à la hussarde, je dirais. Donc on a géré quand même la situation. C'est un équipement qui est apprécié par pas mal de jeunes, mais c'est un équipement qui nous a posé des problèmes de nuisance sonore. Donc on a fait des études sonores, ce qui nous a amené d'une part à le fermer la nuit et qui nous a amené d'autre part à le grillager. Et il y avait le dimanche aussi, il y a un régime particulier, parce que je crois qu'il n'ouvre qu'à une certaine heure, je crois. 10h, 19h. La situation paraissait plutôt à peu près acceptable depuis quelques années, malgré des intrusions parfois le soir, etc. Ça s'est dégradé avec le Covid.
Donc il y avait déjà des éléments matériels, des barreaux cassés, etc. Donc je crois que ça a été fait, je crois que ça a été réparé. Voilà. On avait même imaginé à une époque le fait de le couvrir pour pouvoir empêcher les intrusions. Mais bon, voilà. On a réactivé la police nationale. Je pense qu'ils sont en train de faire des rondes. On a réactivé aussi l'association l'ALPMS. Mais ils ne m'écoutent pas parce qu'ils parlent. L'association locale de prévention de médiation sociale, c'est quand même important, ça peut jouer un rôle là-dessus. Après, moi je crois qu'il va falloir que le conseil municipal se penche, et c'est un sujet qui me taraude un peu depuis quelques années, sur la surveillance vidéo des équipements municipaux. Je pense qu'il faut vraiment qu'on s'attaque à ça. Parce qu'il y a aussi eu parfois des intrusions dans l'école, etc. Alors, moi je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas ce qu'en pensera le conseil municipal, mais je pense qu'il faut remettre les choses sur la table. En tout cas, nous sommes très attentifs à ça et de nous faire remonter toute incivilité, parce que ça reste une infraction d'être en dehors des heures. Voilà. Merci, monsieur. Je vous en prie, monsieur le Président. Il y avait une autre demande d'intervention, je crois, oui. Oui, bonsoir. Je suis M. Salerno, le président adjoint du comité de quartier Lingor-Vendôme. Voilà, donc déjà le comité de quartier tenait à vous féliciter aussi voilà, de la tenue de ce premier conseil municipal et nous souhaitons voilà, une bonne réussite pour ces années à venir. Nous souhaitons aussi que les échanges se feront toujours, voilà, on aura des bons échanges ensemble pour faire remonter tous les problèmes bien sûr de ce quartier. Déjà, de toute façon, ça se passait très bien, donc je pense que ça continuera. Voilà, donc je suis référent aussi de la brocante du 8 grenier, justement de la Lingor-Vendôme, qui se fait tous les ans, le premier dimanche de septembre, sur le parking de Leclerc. Et notre inquiétude, là, c'est qu'en fait de compte, on voudrait savoir si, si on pourra la tenir en fait compte ce 6 septembre, parce qu'il y a déjà pas mal d'inscriptions. Voilà, donc c'était une demande pour savoir si vous le savez ou pas, enfin, si vous avez déjà des directives dans ce sens-là. Si c'est par rapport aux conditions sanitaires, c'est bien ça la question? Oui. La réponse est oui. Vous pouvez même le faire dès maintenant, fin juin, début juillet. On avait progressivement, alors ça s'est traité au niveau de l'agglo, on avait, pour avoir une position commune entre toutes les communes, on avait libéré les brocantes professionnelles et là on passe au vide-grenier. Charge à l'organisateur d'assurer un circuit entrée-sortie. Voilà, je peux pas vous avec une distanciation aussi ou non? Alors à l'intérieur, ça sera très compliqué, mais essayer qu'il y ait une entrée, une sortie, qu'il y ait les possibilités de se laver les mains. On vous aidera dans la mesure du possible, on vous assistera dans la mesure du possible, mais vaut mieux ça que rien. Ah non, mais complètement. Là, on va réduire le nombre de participants parce qu'on ne pourra pas tenir une brocante. Alors là, on est dans la situation d'aujourd'hui, mais comme le dit à côté de moi alors très justement, sous réserve qu'il n'y ait pas une deuxième vague, bien entendu. Mais si on en reste dans le bon état sanitaire qu'on a actuellement, et c'est ce que j'espère fortement, mais nous tous, ça pourra se tenir avec les contraintes que je vous dis, mais si ça se trouve, si la situation évolue encore plus favorablement, peut-être que ça va se libérer encore plus, quoi, et que ça sera sur un format normal. Alors on espère que cette année, on avait déjà parlé de réunions qu'on a eues avec vous justement au comité de quartier, qu'on puisse avoir quand même des toilettes sur place, parce que c'est très compliqué. Voilà, on avait parlé, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir justement des toilettes sur place? Voilà. Ça, c'est une question primordiale pour nous, parce que c'est vrai que c'est un gros problème. Alors, faut qu'on voit, je ne vais pas vous répondre directement. Non, mais on verra avec... Je vais juste vous dire que ce qui a changé en plus par rapport au mandat précédent, c'est que maintenant, vous aurez une conseillère déléguée. Oui, Cécile. Cécile, voilà, qui est chargée plus particulièrement du Lignon et de la Lingor-Vendôme. Très bien. Et donc, c'est elle qu'il faut embêter. Oui, mais pas de souci. On ira l'embêter. On est voisins en plus, donc il n'y a pas de problème. Voilà. D'accord. Et dernière question, est-ce que vous pensez à verser une participation financière un peu pour justement les comités de quartier
Alors, vous nous aidez un petit peu, quoi, voilà. Je vais laisser répondre Bruno sur le sujet. Merci. Ce qui avait été convenu à l'origine de la création des comités de quartier, hein, l'équipe municipale précédente était favorable à la mise en place de ce type d'association pour avoir un lien entre les habitants et puis l'équipe municipale. C'est de dire qu'il faut de l'indépendance. Donc quand on veut de l'indépendance, il ne faut pas être coincé par des aspects financiers qui font qu'à un moment on donne de la subvention, ils se donnent de la subvention. Voilà. Donc l'idée qui avait été émise initialement, c'est de dire on verse 500 € pour l'aide au démarrage, et puis une fois qu'on a versé les 500 € l'aide au démarrage, il faut que l'association trouve les moyens de vivre. Moi, il me semble, pour avoir participé à l'Assemblée Générale du comité de quartier de la Gore-Vendôme, que la situation financière, elle n'est pas catastrophique. Moi, je n'aurais pas, parce que je n'ai pas les chiffres en tête, mais je pense que la situation est plutôt positive quand même. Donc voilà, donc demander de la subvention pour de la subvention, j'entends, mais je ne pense pas que ce soit la première priorité de ces priorités. Et puis, si vous voulez de l'indépendance, c'est important de conserver effectivement cette règle-là. C'était vraiment le choix de l'équipe municipale précédente. C'est vrai qu'on n'en a pas débattu avec l'équipe nouvelle, mais bon, voilà. Non, mais ce que vient de dire Bruno Martin, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, on a toujours milité pour que les comités de quartier soient indépendants, autonomes, vivent leur vie. Et s'ils dépendent systématiquement de subventions municipales, il y a une espèce de lien qui n'est pas très sain finalement. Donc autant être à l'écoute sur des besoins ponctuels, je pense que Cécile va trouver des toilettes, sûrement d'ailleurs. Mais je crois, voilà, c'est un peu l'esprit, c'est qu'ensuite le comité de quartier trouve les moyens de vivre et de fonctionner, quoi. Après, on reste à votre écoute de toute façon. C'est vrai que par ailleurs, on met à disposition des moyens matériels quand il y a besoin, hein, des tables, des chaises, j'en passe et des meilleurs, et les salles, bien sûr, et également aussi tout ce qui est les produits de communication, c'est-à-dire qu'on vous imprime les flyers, les affiches qui vont bien quand vous avez besoin effectivement de communiquer auprès des habitants du quartier. Donc c'est un soutien technique et pas un soutien financier, pour vraiment faire ce distinguo-là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur Guérin, peut-être? Et ensuite, Monsieur Rébérol, je crois. Hein, c'est bien ça. Merci. Oui, une petite question à destination de Monsieur l'adjoint en charge de la voirie. Les travaux d'embellissement et d'élargissement de la rue des Cerisiers étaient, avant la crise, programmés pour un début avril, me semble-t-il, du côté avril-mai. Moi, j'étais resté sur un début des travaux avril-mai du côté plutôt des oiseaux de mer. Compte tenu de ce qui est arrivé, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de nous dire à quel moment commenceront ces travaux? Alors, effectivement, il y a eu le Covid qui est passé par là et qui a un petit peu chamboulé le programme des travaux. Il était prévu qu'on ne démarre pas par la rue des Cerisiers, mais la rue des Cigognes, qui est celle qui passe devant l'école. Et là, pour des raisons d'organisation, etc., ça a été en fait un petit peu chamboulé. Il est prévu qu'on fasse une présentation aux comités de quartier qui sont concernés pour l'évolution de ces travaux. L'appel d'offres a été lancé auprès des entreprises. On va avoir des réponses normalement dans les 3 semaines, avec un début de travaux prévu en septembre 2020. Mais ça ne sera pas par la rue des Cigognes, mais là, effectivement, on commencera après l'avenue de la Gore sur la rue des Cerisiers. Voilà. Mais d'ici là, on aura fait une communication auprès des comités de quartier riverains de ces travaux. Voilà. À la fois, donc, comité de quartier La Plusière et Hauteur de l'Ermitage. En fait, si on voulait commencer par la rue des Cigognes, c'est la rue des Écoles, donc il fallait commencer en plein été, hein, au mois de fin juin, juillet. Là, avec le Covid, l'entreprise qui aurait pu le faire n'était plus disponible pour le faire. Donc on a été obligé, mais Philippe l'a exprimé très bien, on a été obligé de changer les tranches et de refaire un nouveau marché. Voilà. Donc le marché a été publié, c'est bien ça, Philippe? Le marché... Ça y est, l'appel d'offres est lancé. L'appel d'offres est lancé. On attend la réponse de l'entreprise dans les 3 semaines.
Voilà, pour un début espéré en septembre. Septembre, démarrage de travaux septembre. S'il y a une autre demande d'intervention. Oui, monsieur Ribeiro, je vous en prie. Dernière demande. J'ai examiné avec attention la répartition des rôles entre les différents conseillers et adjoints. J'en ai trouvé aucun qui s'occupe de sécurité et de circulation. Est-ce un choix volontaire ou est-ce qu'il est caché quelque part? Alors, sécurité et circulation, pas au sens voirie. Sécurité et circulation, c'est le maire qui est responsable de cet aspect-là. Et d'ailleurs, la police municipale agit sur instruction du maire. Voilà. Donc c'est de votre responsabilité personnelle? En tant que maire de la Gorre, oui. En tant que maire, tout à fait, d'accord. Ok. Merci de le préciser. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. D'autres demandes d'intervention? Non? Très bien. Écoutez, nous continuerons à chaque fois à faire une séance comme ça de questions au public. Merci beaucoup. Ce n'est pas des conditions extrêmement sympathiques, mais bon, on a réussi à s'en sortir quand même. Je remercie beaucoup mes chers collègues pour votre accompagnement sur ce conseil. À très bientôt, le 8 juillet.